Bonjour, dans le cadre du congrès de l'encéphale, nous accueillons aujourd'hui le professeur Philippe Conus. Il est professeur de psychiatrie générale à l'Université de Lausanne. Et il va évoquer pour nous un dispositif qu'il a mis en place qui concerne l'intervention précoce et les modalités de cette intervention, démontrant que si ça paraît parfois quelquefois complexe à mettre en œuvre, c'est parfaitement faisable. Professeur Philippe Conus. Voilà, bonjour. Oui, effectivement, je vais parler de ce programme qu'on a construit à partir de 2004 à Lausanne pour en fait résoudre des problèmes particuliers dans cette phase de développement de la psychose. On s'est préoccupé d'abord des premiers épisodes de psychose, patients qui souvent sont effrayés par les soins et qu'on avait beaucoup de peine à engager. On a fait une étude en 2000 avec le professeur Bonsac qui a montré que plus de 50% des patients se désengageaient après leur hospitalisation, c'est-à-dire on les traitait bien à l'hôpital. Quand on voulait les transférer dans nos ambulatoires, on perdait la moitié des patients dans les 2 premières semaines de suivi. Énorme peine à les fidéliser, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on améliore les choses. On a remarqué que les principaux facteurs de rupture étaient le fait qu'il n'y avait pas de contact entre notre ambulatoire et notre hospitalier, et puis qu'il y avait plusieurs changements de personnes en charge de ces patients au cours de leur suivi au fil des mois. En particulier, comme en France, on forme des médecins à la psychiatrie, et ces médecins font des rotations de 6 mois ou d'1 année. Et un système trop médico-centré où le lien s'accroche au médecin nous exposait régulièrement à des ruptures de suivi, à des changements. Il fallait présenter un nouveau médecin, ce que les patients supportaient très mal, et puis ils rompaient le suivi. Donc on a pris une décision assez drastique de mettre le focus sur des personnes qui étaient fixes dans notre système, c'est-à-dire en particulier nos infirmiers ou des psychologues, voire des assistants sociaux, auxquels on a attribué le rôle de case manager en fait. Et leur rôle, c'est vraiment d'être ce fil rouge tout au long de la prise en charge. Il se présente au patient quand il est aux urgences ou dans un cabinet de généraliste qui remarque une psychose qui émerge, ou lors d'une première hospitalisation. Et ensuite, c'est eux qui vont être vraiment la personne qui fait l'accroche du patient. Alors ils ont un rôle pas seulement d'organisation et d'accroche, mais aussi un rôle de soins en fonction de leurs compétences. Certains de nos infirmiers ont fait des formations en systémique, d'autres interventions. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils soient cette accroche et ce fil rouge et qu'ils défendent les intérêts du patient. Et puis qu'ils fassent en sorte qu'il soit exposé à tous les modules de traitement qui puissent lui être utiles. Donc certaines fois, c'est eux qui font les interventions, beaucoup d'interventions auprès de la famille, mais des fois, ils vont faire l'indication et mettre en lien avec le concours du psychiatre pour par exemple une intervention TCC sur des symptômes ou pour une discussion sur la pharmacologie. Mais c'est vraiment un rôle qui est devenu central. Avec ça, l'organisation de ce programme, on est passé de 50% de désengagement dans les 2 premiers mois à 4% de désengagement au fil des 3 ans. Donc pratiquement plus aucun patient ne se soustrait au traitement. Donc pour nous, c'est une méthode qui a transformé la façon de faire des soins et puis qui permet à ces jeunes de faire face et puis d'être engagés dans ce qui peut être utile pour eux, quoi. Donc pour un message final, ça veut dire globalement mettre en œuvre ce système individualisé de suivi avec ses case managers, une sorte de nouvelle modalité d'exercice du métier de soignant qui est spécifiquement organisé autour de cela, permet véritablement d'éviter toute rupture de soins dans cette phase initiale très marquée de la maladie dont on connaît les conséquences à long terme. Bien sûr, je crois que c'est vraiment primordial. Sans ça, on n'arrive pas à suivre ces patients. Alors ça nécessite une bonne collaboration. Les infirmiers ne volent pas le travail des psychiatres, les psychiatres ne remplacent pas les infirmiers. C'est vraiment très complémentaire. Ça demande une certaine culture d'équipe, mais je pense que c'est le seul moyen d'engager vraiment ces patients qui ont beaucoup de peine à se fidéliser dans les soins. Ouais. Merci beaucoup, professeur Conus. Merci. Bonjour, je suis Dr Fréville Corinne, je suis psychiatre, ancien praticien des hôpitaux et je travaille maintenant en psychiatrie libérale. Et j'ai développé le concept de patient ressources, une innovation thérapeutique puisque ça s'adresse, c'est l'équivalent du patient expert mais en secteur libéral. C'est-à-dire que j'ai formé un patient bipolaire maintenant en rémission fonctionnelle et symptomatique qui m'aide dans la thérapie au quotidien avec en support un groupe de psychoéducation que j'anime avec Annie Menonville, donc ici présente, patiente ressources, et son aidante. Et nous obtenons des résultats tout à fait satisfaisants. Nous sommes soutenus aussi par l'ARS Grand Est qui finance l'expérimentation actuelle. Annie ?
Je suis Annie Menonville, j'ai 52 ans, 22 ans de pathologie derrière moi, j'étais bipolaire. Envie de dire j'étais, oui, on en reparlera un de ces jours si vous avez l'opportunité de nous rencontrer à nouveau. Avec le docteur Fréville, on a développé un concept en psychiatrie libérale parce que je suis complètement stabilisée et dans les 22 patients qui font partie de notre groupe d'éducation, 90% sont en rémission et c'est formidable. Nous avons des résultats édifiants. L'ARS Grand Est nous étudie, nous expérimente. Nous avons évité 7 suicides et réussi 15 help à domicile. Nous évitons les hospitalisations si traumatisantes. Nous remettons de l'humain dans les soins. Bref, docteur Fréville et mon épouse Sylvine Menonville, qui est aidante ressources, on a réussi quelque chose de formidable et nous allons former, enseigner pour développer au plus vite dans tous les départements de France. Merci. Donc, les temps forts du symposium sur l'autisme de haut niveau au féminin se sont centrés essentiellement sur les problématiques de réciprocité émotionnelle qui ont été largement rappelées, ainsi que sur tout ce qui va être processus de pensée en réseau dans l'autisme, avec les intolérances sensorielles que ça peut amener, et également avec cette pensée en réseau très spécifique qu'on rencontre chez ces personnes qui présentent une intelligence atypique. Et puis dans un second temps, on a utilisé ces processus spécifiques de l'autisme chez la femme avec une mise en lien avec tout ce qu'on appelle le camouflage social et la capacité que vont avoir les femmes à compenser leurs difficultés pour avoir un comportement socialement acceptable envers leur père et la société. Et puis ce camouflage social, il va avoir également un coût énergétique très important qui peut induire des troubles anxio-dépressifs et des maladies, une mésestime de soi qui vont conduire en fait les personnes à consulter des psys alors qu'auparavant, elles n'auraient pas forcément eu accès à des soins plus spécifiques. Dans un second temps, nous avons parlé de tout ce qui est études et vulnérabilité face aux agressions sexuelles. Les femmes autistes de haut niveau ayant une vulnérabilité accrue aux agressions sexuelles. Et donc, nous avons centré notre symposium sur cette difficulté spécifique qu'elles ont à repérer à la fois des situations dangereuses et à la fois se protéger de ces situations dangereuses. Ensuite, nous avons eu la chance d'avoir l'intervention de Marie Rabatel, présidente de l'association AFA, l'association francophone des femmes autistes, qui nous a fait part de son expérience personnelle, de ses difficultés face à l'agression sexuelle et de la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. Donc, je vais vous parler du symposium des nouvelles prises en charge dans l'autisme qui s'est déroulé au congrès de l'encéphale. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous dans ce symposium, je vais vous donner quelques repères sur les idées et les points principaux qui ont été présentés par plusieurs intervenants. Tout d'abord, le professeur Catherine Barthélémy nous a parlé de l'autisme, d'où on vient et vers où on va, en présentant notamment tous les enjeux liés aux révisions des classifications diagnostiques, notamment de la CIM 11. Et elle nous a également parlé des enjeux plus nationaux autour du 4e plan autisme, l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement et toutes les initiatives qui sont en train de se monter, notamment autour du développement de plateformes d'intervention pour le repérage précoce, pour faciliter la mise en place de forfaits pour que les prises en charge, notamment rééducatives et éducatives, se mettent en place le plus vite possible, avec des enjeux évidemment en termes de pronostic sur l'évolution de ce trouble neurodéveloppemental, dont elle nous rappelle que les prises en charge vraiment très précoces et coordonnées permettent vraiment une évolution très, très positive en termes de notamment d'autonomie, d'accès à un fonctionnement
satisfaisant. Et la deuxième intervention nous a permis, c'était par le professeur Bernadette Roger de Toulouse, nous a permis d'avoir des détails sur les contenus et également l'évolution des thérapies comportementales dans l'autisme, avec quelque chose qui est très intéressant dans l'évolution du contenu de ces thérapies. Ensuite, nous avons eu une intervention du professeur Amaria Bagdadli du CHU de Montpellier sur tout ce qui est psychoéducation familiale, accompagnement de l'annonce du diagnostic, mais aussi toutes les stratégies qui vont aider les parents à devenir des personnes vraiment aidantes pour leur enfant et pour pouvoir accompagner de plus en plus leur enfant de façon aussi autonome, mais aussi créative, avec tout un tas de stratégies qui sont fort précieuses pour ses parents. Et dernier intervenant, le docteur Sophie Crépia, qui travaille sur une étude extrêmement intéressante qui s'intéresse au vieillissement des personnes autistes et qui nous a montré également que, comme encore plus que les personnes avec un trouble du développement intellectuel, les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ont une fragilité plus importante par rapport au vieillissement, à la fois cognitif et physique. Et une étude dont elle nous a présenté des résultats préliminaires nous montre bien qu'il y a des enjeux très très importants pour repérer les fragilités psychiques bien sûr, mais aussi physiques de ces personnes qui passent malheureusement encore trop souvent inaperçues et qui peuvent avoir bien sûr des enjeux importants en termes de mortalité prématurée et de surmorbidité physique et évidemment un impact majeur sur l'autonomie et la qualité de vie. Voilà pour les points forts de ce symposium, dont vous pouvez retrouver évidemment aussi les contenus sur Encéphale Online. Madame la Ministre, merci pour votre attention renouvelée à la communauté psychiatrique. Merci pour votre présence aujourd'hui au Congrès de l'Encéphale. Monsieur le Président du Comité scientifique du Congrès de l'Encéphale, cher Raphaël Gaillard, Madame la députée, chère Martine Venner, Mesdames et Messieurs les responsables institutionnels, responsables scientifiques, professionnels de santé, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Dès juin 2018, le ministère des Solidarités et de la Santé s'est ainsi engagé dans une feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie nationale de santé, pour répondre aux défis de la prévention, de la prise en charge précoce, en ce qui vous concerne, aux défis de l'amélioration de l'accès aux soins, et enfin au défi de l'accompagnement des personnes vivant avec un trouble psychique. Les prochaines étapes sont programmées. Elles seront rythmées par des déplacements et des rendez-vous au cours desquels nous aurons tous cet esprit constructif qui nous a déjà permis de mettre sur les rails les projets qui redonneront du souffle à votre secteur. Enfin, la psychiatrie étant un sujet prioritaire de mon action et de mon ministère, je souhaite que l'action puisse être portée au quotidien et incarnée sur tous les territoires. Mais plus qu'une affaire de vœux, je sais que cela est une affaire de volonté. Je connais votre engagement, soyez assurés du mien. Je vous remercie. Et puis j'irai le chercher pour boire un coup à la République en l'honneur du 14 juillet.